un copain en commun avec qui s'appelle Jean-François Piège. Jean-François venait de reprendre le crayon. Yves me dit, ça serait pas mal qu'on ait l'annoncer. Parce qu'en fait, moi, je connais Yves par Jean-François. C'est Jean-François qui m'emmène la première fois à la régalade. Parce qu'ils ont bossé ensemble, et voilà. Et Yves me dit, ça serait pas mal qu'on ait prévenir Jean-François, peut-être. Il dit, ok, d'accord. Et donc, on part en crayon. Jean-François nous fait attendre au bar, on boit un coup avec Yves, et Jean-François arrive. Et Yves, il lui dit, moi, je viens de dire que j'ai vendu la régalade. Jean-François dit, bah putain, chapeau, t'as trouvé un couillon. Et je dis, ouais, le couillon, c'est moi. Et là, blanc. Incapable de parler, mec. Bienvenue dans Les Chefs se mettent à table, le podcast où les grandes toques de la gastronomie française nous ouvrent leur cœur et leur cuisine. Aujourd'hui, on reçoit un chef qui a su mettre au goût du jour l'esprit des bistrots parisiens avec une cuisine généreuse, sincère et sans fioritures. Bruno Doucet est le chef de la Régalade, une institution parisienne où le produit est roi et où l'on vient avant tout pour se régaler dans le vrai sens du terme. Après avoir fait ses armes auprès de chefs comme Charles Barrier, Jean-Pierre Vigato ou encore Pierre Gagnère, il a repris la Régalade et a su perpétuer l'esprit du lieu tout en y apportant sa patte. Avec Bruno, nous allons parler de son amour du produit, de l'importance de la transmission, mais aussi de l'évolution de la bistronomie et de la place qu'elle occupe aujourd'hui dans le paysage gastronomique français. Alors, installez-vous confortablement, préparez-vous à un échange sans chichi à l'image de la cuisine de notre invité du jour. Bruno, bonjour. Merci de nous recevoir. Avec plaisir. Bienvenue dans Les Chefs se mettent à table. On va parler de toi aujourd'hui. Beaucoup. Tu es prêt? Je suis prêt. Oh. Tu m'allonges? Non, on va rester comme ça. C'est quoi ton premier souvenir de nourriture? Les tomates farcies de ma grand-mère. Voilà, parce que ma grand-mère cuisine très bien. Et c'est drôle parce que je les ai faites pour un journaliste il n'y a pas très longtemps dans un bouquin, enfin pour un petit magazine. Et on les a ressortis presque comme si c'était ma grand-mère qui les faisait. Et exactement ton souvenir. Ouais, mon souvenir, exactement. Ouais, c'était top. C'était où? De quoi? Ma grand-mère ou ma grand-mère c'était à Draché. Okay. Cherche bien. Non, tu connais pas. Non, c'est sûr. Sainte-Maure-de-Touraine. Ça, tu connais peut-être un peu plus. Sainte-Maure-de-Touraine, entre Maillé, Sainte-Maure, Descartes, dans le fiefre du fromage de chèvre. Voilà. Et du coup, la nourriture, ça a été important dès ton enfance ou pas forcément? Ouais, on a toujours mangé correctement à la maison. Ma grand-mère était en ferme, une centaine de chèvres, fromage de chèvre. Elle a fait ça toute sa vie. Et donc en ferme, il y avait toujours du monde à table. On était toujours 8 à table. Voilà. Je parle chez ma grand-mère, hein. Pas chez mes parents. Chez mes parents, moi, j'ai une frangine. On était tous les 4, mais voilà. Mais on a toujours aimé manger. Ça a toujours été toujours été un moment donné où, enfin, sérieux. Enfin, on pouvait manger une salade, une soupe et un reste de roast beef, mais c'était bien fait. Et voilà. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Je mangerai pas bien. Si c'est pour mal manger, je préfère pas bouffer. Ouais, c'est ça. Et à quel moment, donc, ok, je comprends que c'est important. À quel moment tu te dis, ça, c'est une mon part métier? de... Exactement. Non, je me le dis pas. En fait, je vais être astronome, moi. Gnome. Parce qu'on est tout un groupe on est trois potes à Tours. On en a voir où on fait parce qu'il y en a des trois qui est passionné d'astronomie, donc on se lie avec ce garçon, avec Eric. On fait de l'astronomie tous les trois, on a chacun notre télescope, notre lunette, voilà. Et je me suis dit, je veux faire mon métier, en fait. Mais je me dis, je veux faire mon métier, mais je sais très bien qu'au fond de moi, j'ai pas les moyens de le faire. Moyens intellectuels. Ouais. Tu vois, j'ai 12 de moyenne en maths. J'aime pas la physique. Faut faire un bac S. Mon père me dit, mais voilà. T'es sûr? Et je voulais être routier, sinon. Parce que mon père était routier. Et là, mon père me dit non, tu seras pas routier. Donc, voilà. Sinon, on m'a toujours laissé le choix de faire ce que je voulais. Hein. Et du coup, j'aime la cuisine et je cuisine à la maison, je pâtisse à la maison. Et puis un jour, je fais un stage dans une école hôtelière. Et j'ai compris que c'était ça ce que je voulais faire. Ah ouais, mais tu étais déjà en train de cuisiner comme ça pour la famille? En quatrième, ouais. Je pâtissais, tu sais, oui. tous les après-midi, tous les mercredis après-midi, je faisais un bout de gâteau, une crêpe, et jusqu'au jour où j'ai fait un plat à cuisiner, toi. Je me souviens, j'avais cuisiné les fenouils du jardin de mon père. Tous les trucs que j'avais émassé. J'avais vu ma mère faire, qui n'était pas une grande cordon bleu, mais je pense que j'avais mieux fait que ma mère. Et donc du coup, derrière, voilà. Des fenouils? Ouais, des fenouils, je me souviens. J'ai cuisiné des fenouils et des lardons, des oignons. Voilà. Et c'était très bon? C'était bon. Ouais. C'était pas bon. Ouais, c'était bon. C'était pas... Ça reste des fenouils, hein, c'est pas... Mais non, c'était bon.
Et donc à ce moment-là, tu te dis, tiens, ça, je peux en faire mon travail. Ouais, je me dis pas ça, je peux en faire mon travail, mais si quand je sais que quand je vais en école hôtelière, pour faire ce stage d'une journée avec Monsieur Baron, le prof vient me voir à la fin, il me dit, il faut que tu rentres à l'école hôtelière l'année prochaine. Parce que voilà, tu sais. Et en fait, je fais ça et en parallèle, je fais un apprentissage chez un mec qui s'appelle Charles Barrier à Tours, qui avait 2 étoiles Michelin, qui était le chef renommé de la région et qui était assez renommé en France, d'ailleurs, renommé en France. Robuchon était très ami. Moi, j'ai vu passer Robuchon, le nôtre, les 3 gros chez ce monsieur, parce que c'était un mec qui était un peu avant-gardiste, qui avait un peu la notion de la cuisine nouvelle. Comment t'as fait pour avoir ce... Bon, tu sais, je fais une année d'école hôtelière et j'ai un stage à faire et je fais mon stage chez ce mec-là, alors que je voulais aller partout sauf chez lui. Ben, forcément, on me met chez lui. Ça m'est arrivé 2 fois dans ma vie, ça. Et en fait, derrière, je fais mes 2 mois de stage. Oui. Et après, pendant ma dernière année scolaire, je bosse tous les soirs chez lui, à l'œil. Je tiens à préciser. Ouais, mais bon, c'est formateur. Ouais, formateur. Ouais, 2 étoiles pour démarrer. Il avait même 3 étoiles. Il a eu 3 étoiles. C'est un mec qui a eu 3 étoiles. Et ce qui était assez drôle, Charles Barrier, quand il rentrait, c'est lui qui nous ouvre la porte tous les matins, 78 ans. Voilà. Ça, moi, je veux pas faire. Hein. Moi, à 78 ans, j'ai plus envie d'ouvrir la porte à des gars le matin. Déjà, à 52, c'est sans doute qu'il c'est moi qui l'ouvre. Mais si tu veux, quand il est arrivé, qu'il avait la tête de travailleur, on savait qu'on n'allait pas passer une très bonne journée. Après, c'était dur. Mais super formateur. Ouais. Qu'est-ce que tu retiens de d'un point de vue travail, tu vois, qu'est-ce que tu penses que tu as appris? J'ai appris comment ça s'appelle, merde. Oh, je cherche le mot. La rigueur. La rigueur. Ah. Merci. Quoi, c'est militaire, c'est militaire. Ouais, notre métier est un peu militaire, même si maintenant c'est plutôt réserviste, on va pas appeler ça, voilà, c'est militaire réserviste. Mais non, c'est pas que c'était militaire. Oui, quand il s'adressait à toi, il s'adressait à la 3e personne, à son sous-chef. Il me disait, dites-lui de faire ça, ça va pas. Dites-lui de faire comme ça, alors que j'étais à côté plutôt. Bon, ça c'était les 2-3 premiers mois. Après, j'étais collé à lui et c'était cool. Mais ouais, après il y avait une vraie rigueur, la rigueur du travail, quoi, si tu veux. Ce que Alain Ducasse dit très bien aujourd'hui, pourquoi tu veux faire mal? Fais bien dès le départ. De faire bien ou de faire mal, ça prend le même temps, donc autant faire bien. Et voilà. Voilà. Après, je te dis pas que j'ai passé que des bons moments, des bons souvenirs. Je me souviens exactement de la première chose que j'ai faite chez lui, le premier jour en arrivant. Tu vois, c'était en 89, 1er juillet 89. J'ai trié des gros grains de cassis et des petits grains de cassis. Il y avait des piles de cassis comme ça. Ouais. Sur 2 caisses, j'ai trié les gros grains et les petits grains. On a mis les gros grains de côté. Et après, j'ai grappé tous les cassis que j'ai passé au presse-purée, puis au tamis. Et j'ai mis ça en poche sous vide. Ma veste blanche qui était toute neuve était morte. Journée entière. 2 jours. Et je suis rentré à la maison à la coupure. J'ai dit à ma mère, j'y retourne pas. Mon père m'a dit, tu vas voir si tu vas pas y retourner. C'était un samedi, je m'en souviens toute ma vie. Et tu penses que c'était une forme de bizutage ou pas forcément? Non, parce que l'année d'après, on a fait la même. Ouais. Non, mais en fait, il avait une façon de travailler qui était géniale. Il récupérait tous les bons produits, tous les meilleurs produits du coin. Alors, je te parle du cassis, mais je vais te parler des échalotes et des petits oignons. On faisait toutes les réductions de beurre blanc, toutes les réductions de béarnaise pour l'année. Donc on épluchait des échalotes grises qui étaient grosses comme ça. D'ailleurs, on épluchait des caisses. On épluchait ça, passé au broyeur à viande maintenant, dans une grosse marmite. Il y avait le pois, on mettait vin blanc, vinaigre, poivre noir, les queues d'estragon. On faisait cuire ça, on mettait ça dans des bocaux et on stérilisait. Et on avait nos réductions pour l'année. Donc il y avait déjà le souci du produit. La saison, le produit, etc. Et ça, je parlais de ça en 89. Donc, tu vois, voilà ce que je peux ça, je m'en souviens. Je me souviens de la terrine de 3 poissons de Loire, anguille sans de saumon. Je me souviens du boudin de homard et pied de cochon. Ouais, c'était les grands plats de Charvet. Plats de tradition. C'était top. Après, voilà. Le mec était un peu facile. Et c'est mon premier livre de cuisine. C'est lui qui m'a offert mon premier livre de cuisine, mon Escoffier. Parce que je pense que les 2 mois de stage, j'ai été payé 1500 francs chaque mois. Après, derrière, j'allais bosser, je te promets, j'allais bosser là-bas. Alors, quand je dis tous les soirs, j'exagère, je pense que je bossais 4 soirs par semaine là-bas. Du mardi au vendredi soir. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Samedi, dimanche, je travaillais pas parce que je faisais des extras casqués. Il fallait que je bosse un peu à l'école quand même. Mais putain, qu'est-ce que ça a été formateur. Ouais, c'est ça.
Voilà, et voilà, donc après, alors, j'ai pas de vocation, je peux pas dire que j'ai la vocation, ou que j'ai été dévoué à ce monsieur, mais enfin, la vocation, elle vient plus tard, je pense. Et après, alors, comment ça bascule de travail, enfin pas de travail, mais on va dire, mais d'études à vocation? C'est quoi le chemin qui fait que... Et je pense que c'est, en fait, tu sais, je pense que c'est le problème qu'on a aujourd'hui sur nos jeunes. C'est si tu les accompagnes et que tu leur montres qu'ils sont pas cons, et que tu les humilies pas, et que tu les brûles pas, et que tu leur dis, et que tu les tires un peu. Je discutais avec une femme hier, qui me disait que sa fille était en apprentissage, il y en a qui avait fait Kang Hippocagne, et maintenant fait de la cuisine. Tu vois et cette fille me disait, elle travaille dans une boîte où c'est un peu le côté Montessori, tu vois. On est toujours en train de dire, alors, je pense que c'est pas ça ce qu'il faut faire dans nos métiers, mais je pense qu'on l'a pas fait dans nos métiers. Et voilà, et je pense que la vocation vient comme ça. Si tu dis à un mec que c'est de la merde tous les jours, mais que ça soit dans n'importe quel métier, d'accord, la vocation ne viendra jamais. Sauf que si dans un métier comme les nôtres, qui sont durs, parce que c'est des heures, c'est de la chaleur, hein, encore aujourd'hui, tu vois, chez moi, t'entends pas un son, hein, voilà, il n'y a pas un bruit, et là il n'y a pas la musique parce que vous êtes là, mais sinon on peut y avoir la musique, il y a un petit déjeuner tous les samedis matins, enfin, voilà, mais c'est tellement mieux. Ouais, bien sûr. C'est tellement mieux. L'ambiance, c'est important, hein, c'est important de se sentir bien. Hein, et voilà, toi, et c'est drôle parce que j'en parlais encore hier avec des clients qui étaient là à notre table. Enfin, il y avait un copain, un mec que je connaissais pas, mais et on disait, en fait, travailler dans une ambiance de merde, tu peux pas travailler. Moi, la seule boîte où je suis pas sorti satisfait, c'est parce que il y avait une ambiance dans laquelle qui ne me convenait pas. Et je suis parti de cette maison parce que j'allais bosser à Arcure. Et pourtant, c'était une grande maison avec un grand chef. Et voilà. J'ai travaillé dans des maisons qui étaient bien plus petites ou même mais parce que l'ambiance était sympa. Et quand tu bosses dans une ambiance sympa, c'est tellement plus agréable. Toi, tu te sens bien dans ta tête, ton travail est bien mieux, et la vocation, elle vient là. Enfin, à mon avis, hein, je sais pas. Non, mais c'est évident. T'as entièrement raison. Je pense que c'est ça. Il y a de la rigueur, mais quand on valorise un peu ce qui est bien fait, voilà. Après, voilà, faut dire aux gens que ça va pas, faut dire aux gens que mais quand tu le dis, t'as une façon de le dire. Il y a des fois, je te dis pas que. Oui, un coup de bourre, c'est ça. Ouais, un coup de bourre, ou quand tu dis 12 fois la même chose au même mec, tu dis, bon, voilà, mais. Je comprends. Donc la vocation, je pense qu'elle vient comme ça. Ok. T'as enchaîné aussi, t'as fait Pierre Gagnard à un moment aussi? Ouais. Ok. Ça a duré. Mais bien après ça. Bien après? Ouais. Parce qu'en fait, je fais Barrier à Tours, donc là, après, je pars travailler en charcuterie. Ok. Pendant 2 ans. Ok. Chez un monsieur qui s'appelle André Lenormand, qui est malheureusement décédé subitement, et j'en suis encore tout retourné, parce que c'était vraiment quelqu'un de très proche. Et je fais 2 ans, je fais 2 ans avec lui, des stages, je fais pas mal de choses avec lui. Et puis on est devenus très amis, en fait. Moi, je rentre chez lui, j'avais 18 ans, lui, il avait 40 balais. Et son fils a été mon premier sous-chef au Casse-Noix, qui est maintenant, à la Régalade, mais qui est maintenant, lui, il y a un restaurant qui s'appelle le Casse-Noix. À Paris, c'est Pierre-Olivier. Et son papa, c'était André Lenormand. Ok. Qu'est-ce qu'on apprend chez un charcutier? Déjà, t'apprends ce que c'est qu'un morceau de cochon. Voilà. Même si moi j'étais plutôt aux entrées froides, mais j'avais énormément appris à lever le poisson, à faire, tu sais, des trucs tout cons, à assaisonner. Parce que alors, on l'apprend tout au long de notre vie de cuisinier, ça. Mais toi, on faisait des carottes râpées. Je me souviens, le mardi matin, on embauchait à 5h30, et dans la boutique, on faisait, tu vois, moi j'avais une vitrine comme ça à remplir tous les mardis matins. Je savais, c'était lui, mais j'avais 18 balais. J'avais pas 18 balais quand je suis rentré là-bas. Et on faisait un plat de carottes râpées, un plat de chou rouge, un plat de céleri rave, la piémontaise, la salade niçoise, la pascaline. C'était toutes ces salades-là, le plat de museau vinaigrette, le plat de poire au vinaigrette. Et ça, on faisait ça. Et donc les gens venaient acheter, hop, et voilà. Et puis le vendredi, samedi, on faisait, il y avait toujours un truc 4-5 trucs en plus. Il y avait le plat de poisson arlequin, le saumon ouvert en portefeuille farci, qu'on cuisait vapeur, qu'on décorait, glacé, les coquilles Saint-Jacques au saumon. Et toi, mais c'est la charcuterie. Mais j'ai appris. Plus. Enfin, c'est comme ça qu'elle devrait être. C'était comme ça à l'époque. C'est du traiteur, ça, c'est même pas de la charcuterie. Parce que la charcuterie, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est du cochon. Mais dans une charcuterie, tu faisais ça. Et puis quand t'avais fini ton boulot le matin, derrière, nous, tous les mardis matins, on recevait 12 cochons, 24 demi. Donc, t'allais tailler des os Saint-Jambon, t'allais taper une poitrine, voilà.
Et puis derrière tu mets au sel, et puis voilà, selon ton travail, et voilà. Et puis je pense que ça m'a énormément servi dans mon métier. Du coup, je suis retourné à l'école 1 an. Après ces 2 ans, je suis allé passer mon brevet professionnel de charcutier traiteur au CEPROC à Paris. Ok. Donc ça, c'était plutôt sympa. Et puis ça m'a permis de rencontrer Guy Krenzer, ça m'a permis de rencontrer Stéphane Chichery, Lionel Allemand, enfin des gens de la charcuterie, de la pâtisserie, parce que je faisais des stages avec eux. Et puis voilà. Et quand je suis parti du CEPROC, du coup, je suis retourné en cuisine. Alors j'allais te poser la question. Tu voulais déjà retourner en cuisine ou tu disais tiens, j'enchaîne sur de la charcuterie? Non, je savais que je retournais en cuisine, mais je retournais en cuisine avec un mec qui était mof charcutier traiteur, c'était marrant. Et je retournais, c'était au Fouquet's. Avec Guy Krenzer. Ok. J'ai pas fait longtemps, on a fait 7 mois parce qu'on s'est tous fait lourder. Enfin, on s'est pas tous fait lourder. Ils ont lourdé le chef et nous, par solidarité, on s'est barrés. Okay. On était 18 ou 19 à avoir donné nos démissions le même jour, à la même heure, au même endroit, à la même poste. La seule fois où la mère Casanova, qui était la patronne du Fouquet's, qui doit être décédée aujourd'hui, je pense que je parle de ça il y a bientôt, il y a plus de 30 ans. Oh putain, il y a plus de 30 ans. Elle était, c'est la seule fois où elle nous a lancé la parole. Elle est rentrée dans la cuisine, elle passait dans la cuisine tous les jours, elle ne nous disait jamais bonjour. Enfin voilà, je pense que le personnel de cuisine à l'époque était le personnel de cuisine. Ouais. Et elle est passée nous voir. Vous avez donné votre démission? Oui. C'est les seules choses. Il y en avait 2 qui n'avaient pas donné leur démission, qui ont donné leur démission 3 jours après. Mais c'était marrant. Et donc moi, du coup, je suis parti dans une brasserie. Ils nous ont tous replacés. Moi, je suis allé bosser chez Génie à l'époque, je sais pas si ça te dit quelque chose. Grosse brasserie à choucroute qui était place de la République. Avec un chef qui s'appelait Michel Dionnet, un vieux de la vieille, mais putain, qu'est-ce que je me suis amusé. J'étais à la sauce, on faisait 1200 couverts le samedi. C'était quoi, non-stop? 80, ouais, c'était non-stop, on commençait à midi, on faisait midi, 1h du matin. Alors moi, j'étais du soir, du matin, et on faisait 80% de choucroute. Mais moi, j'étais à la sauce, et mine de rien, j'ai énormément appris dans cette boîte. Et tu fais quoi en sauce, en choucroute, du coup? Non, t'as 80% de choucroute, et puis quand on dit à la sauce, t'as la viande, donc filet de bœuf au poivre, faux filet, le suprême de volaille, les tripes, les pieds de cochon. Voilà, donc ça faisait choucroute et on va dire brasserie traditionnelle. C'était une brasserie traditionnelle, où il y avait de la choucroute, et voilà, c'est un peu ce qu'il y a encore au pied de cochon aujourd'hui. Oui, c'est ça. Mais sauf qu'on faisait 80% de choucroute. C'était une des meilleures choucroutes de Paris. Vraiment. On faisait toute la charcuterie. Il y avait 2 charcutiers à tenir. Ça n'a pas duré longtemps, mais parce que ça a duré longtemps, mais moi, juste après que je sois parti, ça a été racheté par un groupe et là, ils ont tout dégagé. Il y avait 2 charcutiers qui cuisaient tous les jambonneaux, qui fumaient les jambonneaux, qui faisaient toutes les saucisses. Oui, donc c'était 2 mecs qui picolaient des trucs. C'était marrant parce que tous les. Genre, si j'avais fini là-bas, si j'étais resté là-bas, je pense que j'aurais pu finir alcoolique. On faisait la messe tous les matins à 11h. On allait chercher une bouteille de crément d'Alsace et on buvait avec Kia. On était 3 dans la cuisine à boire, à prendre l'apéro, et on se faisait une bouteille. Et derrière, si tu avais envie de boire une bière pendant le service, tu buvais une bière pendant le service. Bon, heureusement, je suis parti à l'armée, ça m'a sauvé. Tu fais quoi à l'armée? Cuisine ou la cuisine, ouais. Je suis au service du général Morillon, qui était le commandant de la force Prenu à Sarajevo. Okay. Et donc super médiatisé, il venait de rentrer. C'est le mec qui est rentré des armées dans Sarajevo entre les Serbes et les Croates, ouais, il y a un truc comme ça. Ouais. C'est Yougo et voilà. Bon après je suis planqué, mais c'est top quoi. Je bosse, je bosse pas mal à Paris. C'est à Maison Lafitte, mais du coup je fais pas mal d'extra à Paris. Je fais 1 ou 2 concours, je cours et je joue beaucoup au tarot. Ok. Voilà. Tu cours et tu joues au tarot. Ouais, parce que quand on avait rien à foutre, quand il était pas là, j'avais rien à foutre, donc je joue au tarot. Ouais, c'est ça. Et t'es team tarot à 3 ou à 5? Alors à 4, le vrai tarot. 4, ah là là. Regarde, je joue au tarot tous les jours. J'adore. Ouais, j'adore aussi. Mais c'est prenant, je te jure que c'est prenant. Ah oui, le tarot, c'est. J'adore. À l'époque, on était tous quand on était à Paris, on jouait une fois par mois. 19h, 23h, on faisait tarot à 4. Alors, il y a des fois, on était 5 ou 6, mais on jouait à 4. Ouais, ça tournait. Et derrière, à 23h, on jouait. On le fait plus, ça, c'est dommage. On a dit qu'on devait le refaire, mais. Fin du tarot après le dîner, c'est 2h du matin. Ouais, non, on était assez sérieux. Okay. Non, on picolait un peu pendant le tarot, on mangeait derrière. Mais toi, on finissait pas, on est joué au tarot, on bossait le lendemain. Donc, ouais, c'est ça, ouais. Et j'adore ce jeu. Ah, le tarot, qu'est-ce que j'y ai joué? Je suis pas team 3 ou 5, je suis team 4. Ouais. C'est dur. 4, mais 4 c'est sympa, 4, c'est là que c'est sympa. Moi j'ai joué, je me suis fait engueuler parce que je joue. Yves il joue pas mal et j'étais avec un autre copain, Gérard Lopez, qui lui a payé ses études en jouant au tarot.
Et le mec est président d'un gros groupe aujourd'hui, c'est hallucinant. Le mec, il te dit, mais pourquoi t'as posé ton 2 de carreau alors que tu pouvais mettre ton 4. Enfin, tu vois, c'est le mec. Et Gérard, il a son jeu. Toi, t'as ton jeu de cartes comme ça. Tu vois, lui, il a son jeu de cartes comme ça. Comme ça. Comme ça. Ok. Et puis, c'est hallucinant. Et il compte tout, il sait tout ce que. Il connaît le jeu très vite, il sait tout ce qui a été posé, etc. À tout. Mais alors, du coup, si je repense à ton parcours, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu te dis, soit je vais vers la haute gastronomie, soit je vais plutôt vers une autre approche plus gastronomique. Qu'est-ce qui fait que... C'est pas comme ça que ça s'est passé. Ah, voilà. En fait, moi, quand je suis chez Barrier, je sais qu'un jour, je serai chez moi. Parce que je veux être chef d'entreprise, je veux être mon propre patron. Et puis, moi, alors, on va faire un petit rétro-pédalage. Moi, j'ai un modèle d'anti-modèle, qui sont mes parents. Oui. Avec tout l'amour que j'ai pour eux, et voilà, pas de problème. Mais moi, j'ai vu mon père aller au boulot. Mon père était agent de travaux à la DDE. Et je te dis, il était routier, mais il a été routier à une toute petite partie, une partie de sa vie que moi, je n'ai pas connue. Enfin, après, je n'ai pas connu, il est rentré à la DDE. Parce que sinon, je pense que mes parents se seraient... Se seraient séparés ? Ouais, complètement. Et si tu veux, quand tu vois ton père tous les matins partir à 7h, moins 10, pour être à 7h au boulot, qu'à 5h10, il est là parce qu'à 5h, il a fini le boulot, et que tu l'entends pas une fois dire un truc positif sur son boulot, qu'il n'y a pas d'épanouissement là-dessus, tu te dis putain, mais en fait, moi je veux pas faire ça, quoi. Et ma mère est un peu pareil. Donc, c'était presque. Et en fait, je leur dis à mes parents, dont mes parents sont très fiers de moi, vraiment. Toi, je le sais, ils me le disent, et voilà. Mais et je leur dis à mes parents, moi, vous avez été le modèle d'anti-modèle. C'est exactement ce que je veux pas faire. Ouais. Et donc, quand je rentre chez Barrier, toi, et pourtant, quand je rentre chez Barrier, c'est en 89, j'ai 16 ans. Ouais. Je sais que je veux faire ce métier-là. Et je sais que je veux être chef d'entreprise. Tu veux être chef d'entreprise, mais est-ce que tu as déjà une vision de ce que tu vas proposer à manger ? Ouais, non, pas du tout. Parce que tu aurais très bien pu être... patron de McDo, on est d'accord. Enfin... non, mais pourquoi pas ? Okay. Mais je veux dire... Et moi j'ai plein de gens, tu sais, je pense que à l'école hôtelière, on était 3 classes de 30. Ouais. 90 élèves, je voudrais savoir sur les 90 combien il y en a encore dans notre métier. Je serais curieux de le savoir. C'est un sacerdoce ou une vocation. Hein. Je pense que ouais, voilà. Du coup, quand je rentre je sors de chez Barrier, je me dis je veux avoir 3 étoiles et je veux avoir un restaurant. 3 étoiles, c'était un peu loupé, hein. Puis maintenant ce sera trop tard. Mais il y a aussi des raisons, je sais pourquoi. Parce qu'il y a aussi un moment donné où, quand je sors de l'armée, oui. Je rentre chez Prunier avec Victor Hugo, oui. Avec un mec qui s'appelle Gabriel Biscay, qui est un super mec, super chef, un gueulard, mais de chez Gueulard. C'est le deuxième coup, c'est où je veux pas, le seul mec avec qui je veux pas bosser à Paris, c'est lui. Quand je sors de l'armée, elles sont sorties les tourtes, les gars ? Elles sont à combien ? C'était 63, 64. Ouais, parfait. Quand je sors de l'armée, je retourne chez Génie, parce que chez Génie, ils sont venus me reprendre, et puis voilà, puis le patron, c'est un monsieur qui s'appelle Miroslav Sijegovic, qui est patron du Café de Flore, propriétaire du Café de Flore, propriétaire de la Colonne Lila. Il a 5-6 brasseries dans Paris, et il vient me voir, il me dit, un jour il me convoque, sorti de l'armée. Bon, j'avais pas plus peur que ça, mais et il me dit, Bruno, il me dit, je vais pas pouvoir vous garder. Et je dis, vous êtes en train de me virer là. Et là, je me dis, je vous viens parce qu'il me dit, en fait, vous n'êtes pas du tout où il faut que vous soyez. Il me dit, c'est pas chez moi qu'il faut que vous soyez. Il me dit, il faut que vous alliez travailler dans une autre maison. Et il me dit, à la première étoile, on ouvrira le champagne. En fait, il me dit, partez parce que vous n'avez rien à faire chez moi, c'est pas la maison qui vous correspond. Allez, visez plus haut. Donc c'est pour toi qu'il te vire en fait. Mais bien sûr, enfin il me vire, entre guillemets. Oui. Et on en parle encore, parce qu'il vient manger là de temps en temps, on en parle encore. Et donc, et il me dit, on va vous placer. Et il y a un monsieur qui s'appelle Georges Roux, qui est un ancien chef parisien, qui est un monsieur qui a 92 ou 93 ans, qui est meilleur de France, numerus, comment on dit, numerus clausus. Oui. D'accord. Parce qu'il a tellement fait passer de gens meilleurs de France, ce mec. C'est un mec qui a de l'or dans les mains, qui vient me voir, qui m'avait entraîné pour un des concours que j'avais fait en septembre 95, où je termine 2e. C'est lui qui m'avait entraîné sur le froid. Et il me dit, il rentre dans la cuisine.
chez Génie. Et il m'a dit, Bruno, je t'ai trouvé une place, tu iras te présenter cet après-midi. Génial. Il me dit, tu vas aller chez Prunier, avenue Victor Hugo. Je dis, d'accord. Et je dis, comment s'appelle le chef? Il me dit, Gabriel Biscay. Le seul mec avec qui je voulais pas bosser, c'était lui. Pour la simple, je lui ai dit le jour à Gabi. Pour la simple et bonne raison, c'est que j'en avais tellement entendu parler que c'était émulé, que j'avais des mecs avec qui je bossais qui s'appellent Thierry Breton, qui s'appelle Guy Kretzer, qui disait avec Biscay t'aurais pas fait 2 jours, avec Biscay t'aurais pas fait ça, avec Biscay t'aurais fait ça, il t'aurait défoncé. Tu te dis oh putain t'as pas envie d'aller bosser avec le mec. Et donc je vais me présenter. Le mec adorable. Le mec il dit bah tu peux commencer lundi, mardi. Donc on commence mardi, 11 septembre 95. Okay. Je me souviens des dates, des dates là-dessus. J'arrive, je sors du métro et je rentre dans le. Je vais pour rentrer chez Prunier et je me tape l'épaule avec un mec pour savoir qui c'est qui est rentré. On rentre, je laisse rentrer. C'est Christophe Baquier. Okay. Je sais pas si tu vois qui c'est. 3 étoiles Michelin au Castellet. Voilà. Ouais. Qui a eu, et maintenant qui a 2 étoiles Michelin aux EDA. Il a vendu le Castellet. Il a quitté le Castellet. Mais bon, il y avait Gilles Marchal, pâtissier, grand pâtissier. Il y avait moi, il y a Guillaume Dutard. Enfin, il y avait 2-3 mecs quand même qui étaient un peu la route. Ouais. Et effectivement, je peux te dire, tous les 6 premiers mois, j'en ai chié. Il m'en a fait chier. Mais par contre, putain, super formateur. J'arrive commis, je suis commis de cuisine et je finis sous-chef. Je fais presque 4 ans avec lui. Et pourquoi tu penses que les 6 premiers mois, quoi, il estime une remise à niveau ou un Non, il y avait un peu de ça, mais c'est pas ça. Quand je te dis on est chié, c'était pas, il en a pas chié. Il n'y a pas que moi qu'on est chié. Oui. Mais si tu veux, on faisait beaucoup de couverts. On avait une étoile Michelin. Et si tu veux, quand tu arrivais dans cette maison, ils te mettaient à l'entremets. Et l'entremets, c'était au fond de la cuisine, où tu faisais tous les légumes pour toutes les parties, et tu faisais toutes les entrées chaudes. Et je peux te dire un truc, on se prenait des cartons. Là, j'ai eu un copain tout à l'heure au téléphone avec qui j'ai bossé, Patrick. On bossait ensemble chez Prunier, et on en parle encore, toi. 30 ans après, on en parle encore. Mais c'était génial. Après, putain, moi derrière, je suis passé à la grillade. De la grillade, je suis passé au poisson, à la sauce. Il y avait pas de viande. Poisson, c'est le Prunier, c'était que du poisson. Alors attends, pour nos auditeurs, téléspectateurs, lecteurs, etc. Si tu peux juste nous préciser ça. Donc quand t'es au poisson, quand t'es au grillade, tu fais tes tâches. Grillade, on faisait, on avait 2 viandes à la carte. Donc toi, on avait un filet de bœuf et un filet de veau. Okay. Et on avait les pieds de porc, les pieds d'agneau sauce poulette. Les pieds d'agneau maison Prunier. Vieille recette, un bout dégueulasse, mais il fallait la faire. Et tu grillais bar et turbo. Il y avait une grillade où on faisait bar et turbo seul de temps en temps. Et après, de l'autre côté, tu passais à la sauce, où là, c'était toute la partie du fourneau, où tu faisais tu faisais que du poisson. Les sauces, cuisson poisson, garniture poisson, voilà, c'était principalement. Et quand tu étais là, tu gérais toute la cuisine. Quand tu étais au poisson ? Ouais. Mais bon, t'arrives pas au poisson tout de suite. Quand tu es au cuisson poisson, t'arrives pas. Et donc, tu fais 6 mois d'entremets. Moi, j'avais fait 6 mois d'entremets, 4 mois de grillade. J'ai fait 1 an et demi de sauce. Je fais un peu de garde-manger, un peu de pâtisserie. Et après, j'ai un sous-chef qui est parti. Donc, peut-être au bout d'1 an et demi. Et on m'a proposé de prendre la place de sous-chef. J'étais passé commis, demi-chef de partie, chef de partie. Et là, on me dit, il y avait un autre sous-chef. Il y avait premier sous-chef, deuxième sous-chef. J'ai pris la place c'est ma première place de deuxième sous-chef. De sous-chef. Et c'était génial. On était 20 en cuisine. Moi, j'avais 23 ans. 23 ans, je gérais 20 mecs, quoi. Le lundi soir, je me retrouvais tout seul. Gaby n'était pas là et souvent, Pelé n'était pas là. Mais enfin, toi, c'était génial. La vraie formation. La vraie formation, quoi. Ouais, et puis les meilleurs produits, on recevait du poisson. Entre les turbos, les homards, les bars, les Saint-Pierre, les cabillots, les lieux jaunes, la plie, le carlet, enfin, et tout ce qui était coquillage. On avait un banc d'écailles, donc tout ce qui n'était pas consommé au banc d'écailles la veille, on le récupérait pour les génial. Mais à chaque fois, tu as des produits, j'ai l'impression que dans toutes les maisons, il y a quand même une constance sur le produit. Chez Prunier, oui. Bah, attends, on avait une étoile Michelin. Oui. Et le plat du jour, on le vendait 220 balles l'assiette. Hein. Donc heureusement que tu mettais des produits. Le seul chose, c'était marrant. 220 balles, on est en francs. Hein. On est en francs. Juste, 220 francs le plat du jour en 96. Ouais, c'est ça. C'est un peu d'argent. C'est un peu d'argent. C'est clair. Bah, c'est presque. Je vais pas dire que c'est presque 220 € maintenant, mais. Ouais, t'es pas loin. T'es pas loin des 160, 180 balles. C'est ça. Ah, c'est top. Plat du jour. Ouais, plat du jour. Mais on avait une carte fabuleuse. Il y avait Non, c'était top. Bon, il y avait des produits et puis on avait une ambiance de folie. Et on faisait des heures, beaucoup d'heures, mais qu'est-ce qu'on rigolait, quoi. Et donc voilà, donc Prunier, je rentre en 95.
Je rentre en 95 et je repars en 98. Donc je fais 3 ans et demi. 3 ans. Et après, Gagnère. là pour le coup. Donc je passe de sous-chef à chef de parti. Je rétrograde. Et il a 3 étoiles, il vient d'avoir 3 étoiles. Ok. Super expérience professionnelle. Oui. En termes d'ambiance, c'est pas la meilleure maison que j'ai faite. Un peu plus froid, Ah bah c'était glacial. glacial. Et je pars pas en très bons termes, mais bah, aujourd'hui avec Monsieur Gagnère, on se voit, on s'embrasse et voilà, il n'y a pas d'animosité. Mais c'est pas la. Ça peut arriver une fois dans sa vie, voilà. Et je pense que je suis pas rentré dans le moule. Ouais. En fait. Et puis il y avait des gens avec qui c'était un peu compliqué. Pour moi, compliqué de travailler. Puis moi, si tu veux, je suis sous-chef où j'ai 20 mecs sous mes ordres, je redeviens demi-chef de parti, où on prend des branlées. À l'époque, mais on prend des branlées. Je suis à la sauce. Il y a un mec qui s'appelle Michel Nave, qui était son chef, qui est parti à la retraite depuis peu, qui était un mec, un super pro. J'ai énormément appris. Je rentre en même temps qu'un mec qui s'appelle Thierry Méchineau, Ok. qui aujourd'hui est le chef exécutif de Pierre Gagnère. Ok. Et Thierry il rentre, il est commis. On joue au squash encore ensemble de temps en temps. Donc tu vois, c'est marrant. Ouais. Mais ouais. donc ça t'a quand même. Est-ce que ça t'a appris peut-être que tu voudrais pas faire ce type de restaurant, en tout cas ce type d'ambiance, non, ce type de truc, ou même pas? Alors ce type d'ambiance, ça c'est sûr. Ouais. Voilà, mais non, c'est pas que ça m'a appris. J'ai énormément appris professionnellement. Et derrière, quand je pars, je suis resté très longtemps. Je fais 7-8 mois chez Gagnère. Ouais, tu sors de cette expérience. Et puis. Qui est très compliqué, Oui. et je rentre chez Jean-Pierre Vigato, et c'est le Club Med. Et c'est pour ça, Jean-Pierre, pareil, je fais 3 ans chez Jean-Pierre, et à un moment donné, il faut que je parte. Je sais qu'il faut que je parte parce que je m'endors. Tu fais 3 ans au Club Med. Ouais, c'est presque ça, non, j'exagère, mais je fais 2 ans et demi avec Jean-Pierre, où super mec, un papa, vraiment. Et enfin, t'as pas un mec, je connais pas un mec, moi, qui est parti de chez Vigato, qui me dira un mec du mal de ce monsieur. D'accord. Voilà. J'apprends beaucoup. Je mets pas mal de choses en application de tout ce que j'ai appris auparavant. Ouais. Donc c'est plutôt pas mal. Je voyage beaucoup. Il me fait voyager parce que pas mal je pars à Tahiti 2 fois avec lui, je pars à Singapour, voilà. Et puis à un moment donné, au bout de 2 ans et demi, je lui dis Jean-Pierre, voilà, enfin tonton, on l'appelait tonton. Je dis tonton, faut que je bouge. Je sais qu'il faut que je bouge. Et il me dit attends. Deuxième fois, je retourne le voir, il me dit attends. Puis la troisième fois, il me dit ma femme Nathalie, où j'avais sa nouvelle femme avec qui il s'était marié, lui dit qu'elle voulait ouvrir un restaurant parce qu'elle adore la bouffe, elle adore l'art de la table et voilà. Et donc on ouvre un restaurant où je suis associé avec la femme de Jean-Pierre qui s'appelle Nata Chef dans le 16e et donc là je suis resté 2 ans et demi parce que voilà, petit restaurant, petite carte. Au début très compliqué parce qu'elle veut faire sa cuisine, moi je veux faire la mienne. Je comprends que Jean-Pierre me met là parce que il a besoin, je suis là en soutien, mais ouais, je me suis pas fait chier à faire Prunier, Gagnère, Vigato pendant toutes ces années-là et Fouquet's pendant toutes ces années-là pour faire ce que je fais chez Nathalie. Sauf qu'à un moment donné, elle me laisse un peu plus les mains libres, donc enfin ouais, puis on s'entend bien. Puis comme elle me laisse les mains libres et puis elle me laisse beaucoup d'air libre parce qu'elle est pas souvent là. Du coup, ça me va. Quelque part, c'est ta première affaire, ça? Ouais, c'est ma première affaire. Ouais, sauf que j'ai 5% du capital. Hein, oui. Voilà, mais ça me permet de voir ce qu'il faut pas faire. C'est ça. Et voilà. C'est ça. Et en octobre 2023, je filme Madame. 2003, pardon. Je me disais, en le disant, je me suis dit, un truc qui va pas. Voilà. En octobre 2003, je filme Madame. Ouais. Je pars 4 jours à la chasse. Et quand je reviens, je me consacre à la recherche d'une affaire. Parce que je veux acheter une affaire. Donc les 4 jours de chasse, t'as fait une petite mise au point dans ta tête et tu te dis voilà ce que je veux faire. Ouais, je le savais avant, mais je savais. Non, mais je dis ça parce que j'ai démissionné le 23 octobre. C'est noté. Hein. Le 23 octobre 2003, c'est un mercredi. J'arrête un mercredi. Octobre, chasse, donc tu fais quoi? Tu fais je pars un peu de plume ou je fais 4 jours de chasse différentes. Parce que je pars dans l'Aveyron. On fait une journée au mouflon, une journée au chevreuil, une journée de chasse à courre au lièvre, une journée à la plume. Ouais. Bah, après, moi, je suis vendu. Hein. On est comme ça. Et après, voilà. Et donc, je visite des affaires. Elles sont toutes plus ou moins bonnes. C'est à chaque fois que j'en visite une, c'est la bonne. Puis un jour, il y a des agents immobiliers pour ça, entre guillemets. Ouais. Il y a un monsieur qui me fait visiter des affaires. Et puis un jour, j'ai un rendez-vous et je me lève tous les matins à 7h. Donc tu gardes le rythme, si tu. Voilà. Tu te dis, en plus, ma femme est enceinte de ma fille.
Et donc tous les matins je me lève et je vois un costume et je vais visiter des affaires. Mais en costume. Là, je vois un costume 3, voilà. Et je vais visiter j'ai rendez-vous avec les banques. Enfin, en fait, si tu veux, le moindre truc, c'est une grosse occupation pour moi, parce que en fait, t'as rien à faire. Ouais, bien sûr, bien sûr. Même si j'ai une rupture conventionnelle, je crois à l'époque. Non, j'ai pas de rupture conventionnelle, je suis au chômage. Je sais pas ce que c'est que moi le chômage. Mais parce que voilà. Ça fait presque 10 ans que tu bosses, quoi, quelque part, quoi. Ah oui, en 2003, ça fait 14 ans que je bosse. C'est ça. Donc voilà. Et en fait, c'est assez drôle de se remémorer ces moments-là. Début décembre, j'ai un déjeuner prévu à la Régalade, dans le 14e arrondissement, avec un copain ou avec mon futur associé. Parce que j'avais un associé dans le... Alors, c'est la question que j'allais te poser avant que tu sais que tu pars seul sur la prochaine affaire, ou tu dis, voilà, j'ai un associé qui est un business... Angel. Un business angel. Ok. Donc, rendez-vous à la Régalade dans le 14e. Dans le 14e, chez Cornebord. Ok. Que je connais, mais que je connais pas bien, mais on se connaît quand même, voilà. Ouais. Et pour y avoir mangé plusieurs fois. Et là, je rentre dans le resto et je dis, est-ce que Yves est là? On me dit oui, il est en cuisine, donc je rentre en cuisine. Et je dis, tiens, j'ai vu monsieur Untel. Ouais. Et ce monsieur Untel que j'avais vu le matin m'avait dit, j'ai une affaire pour vous. Elle n'est pas sur le marché encore. Et ça s'appelle la Régalade. Et je dis, ah ouais, il me dit, vous gardez ça pour vous. Mais je dis, c'est vrai, je dis, j'ai une James Smith. Je dis, je peux en parler à elle? Il me dit, oui. Parlez-en. Donc je vais voir Yves. Ouais. J'arrive, je dis, Yves, il n'avait pas 40 balles. Et je dis à Yves, j'ai vu monsieur Bernard, je crois que c'est monsieur Bernard, ce matin, on se parle pas. Ok. Il me dit, il comprend que c'est ça. Et il me dit, on se voit samedi matin. Rendez-vous samedi matin. Il arrive, il me fait visiter la maison, et il me dit le prix qu'il en veut. Et je dis, écoute, moi je partais au mois de décembre, ça c'était au mois de décembre. Je pars du 15 décembre au 2 janvier, je pars à la montagne pour faire une saison. Ouais. Je vais bosser chez des particuliers. Mais je dis, quand je rentre, on met en route. On s'est tapé dans la main. Je suis rentré le 2 ou 3 janvier. Le 7 janvier, on signait la promesse de vente. Et je reprenais la Régalade le 19 avril. Donc il y a 21 ans. Il y a 21 ans. Il y aura 21 ans le 19 avril. Ouais, exactement. Voilà. Waouh. Et la boucle est bouclée. Et la boucle est bouclée. Enfin, pas tout à fait, mais... Alors, ce qui est assez drôle, c'est que la boucle n'est pas bouclée, mais tu vas comprendre, il y a un truc qui est assez drôle. Donc, un an après, je rachète les murs, que j'avais acheté avec le fonds de commerce. Ouais. Un an après, je rachète les murs, et demain, je revends les murs, définitivement. Donc là, la boucle est vraiment la boucle est vraiment bouclée. Voilà. Et alors, du coup, la Régalade, parce que c'est quand même déjà une institution. Comment tu fais, toi, pour arriver comme ça dans une institution, garder son ADN ou pas? Alors, j'ai gardé son ADN parce que je fais principalement le même style de cuisine que Yves. Oui. Donc, voilà. Et que je comprends qu'il faut me mettre dans les chaussons. Mais je le fais inconsciemment. T'as plein de gens qui me disent, mais qu'est-ce que tu fais? Tu rachètes derrière un mec, lui, il était emblématique. Il était partout. Il était partout, quoi. Et en fait, moi, je me rends pas compte de ce que je rachète. Je sais que c'est... Voilà. Mais je me rends pas compte. Moi, je rachète une affaire avec un cahier de réservation qui est plein 3 mois à l'avance. Ouais, c'est ça. Et je me rends pas compte de ce que je rachète. Et alors, quand tu démarres, toi, le carnet s'arrête ou ça continue? Non, ça continue, ou il y a toujours... Ça continue. Nous, on n'a jamais baissé le chiffre d'affaires. Ouais, donc après, on a eu un peu de... On avait une fréquentation un peu moindre. Oui. Mais ça n'empêche pas qu'on bossait quand même. Ouais. Je te dis, le chiffre d'affaires n'a jamais baissé. Ça fait 21 ans et... Notre chiffre d'affaires a toujours été comme ça. Alors, pas comme ça, mais il a toujours été comme ça. Et que ça soit ici, là-bas. Et quand je reprends l'affaire de Yves, au mois de... Je sais pas, avant que ça sorte dans la presse, on avait un copain en commun avec qui s'appelait Jean-François Piège. Et Jean-François venait de reprendre le Crayon. Yves me dit, ça serait pas mal qu'on ait l'annoncer. Parce qu'en fait, moi, je connais Yves par Jean-François. C'est Jean-François qui m'emmène la première fois à la Régalade, parce qu'ils ont bossé ensemble, et voilà, et c'est comme ça, mais 2 ans avant, toi. D'accord. Et Yves me dit, ce serait pas mal qu'on y aille prévenir Jean-François, peut-être. Je dis, ok, d'accord. Et donc, on part on part en Crayon. Jean-François nous fait attendre au bar, on boit un coup avec Yves, et Jean-François arrive. Il venait de reprendre le Crayon, donc il était un peu stress. Ouais. Enfin, il n'avait pas beaucoup de temps, un peu stress, et Yves, il lui dit, moi, je viens de dire que j'ai vendu la Régalade. Jean-François dit, bah putain, chapeau, t'as trouvé un couillon. Et je dis, ouais, le couillon, c'est moi. Et là, blanc. Incapable de parler, le mec. Et donc, on est parti. Il m'a rappelé après en me disant, je suis désolé, mais il me dit, tu te rends compte de ce que tu fais? Même lui, hein. Il me dit, tu te rends compte de ce que tu fais, quoi. Et puis, en fait, voilà, j'ai fait
J'ai fait mon petit bonhomme de chemin. Parce que tout le monde pensait que la régalade égale Yves égale la régalade. Et s'il n'y a plus de Yves, il n'y a plus de régalade. C'était ça, Bah, le, si tu c'était savais, ça le truc. à cette époque-là, il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais j'ai pris des têtes en disant la régalade sans corps de mort, c'est plus la régalade. Voilà. Ouais, j'ai repris le relais, en 2022. Ouais. Il arrive parce que voilà, la vie fait que c'est comme ça que ça se passe. J'ai un mec alors là sur les réseaux, j'ai quand même des mecs qui ont créé des groupes en disant mais ce mec n'a aucune personnalité, il ne sait pas prendre de risques. Ok. Bon, j'ai pas répondu. Hein. Oui, t'as raison. Mais sur le coup, ça m'a fait sourire. Mais voilà. Et donc voilà. Donc je reprends la régalade en 2004, le 19 avril 2004, et je la vends en 2017. Et ici, parce que là, on est rue Saint-Honoré. Ouais. Alors ici, en fait, moi je rachète la régalade en 2004. Décembre 2009, il y a Yamcha qui est pas installé là, mais qui est installé là. Oui. Dans la petite rue Sauval là. Ouais. Je suis invité par un copain, client du 14e, qui me dit il faut que tu viennes manger, viens goûter la. Je pense que c'était un coup monté. Paix à son âme, il est décédé. Il me dit il faut que tu viennes goûter, il faut que tu viennes manger. Je t'invite à déjeuner chez Yamcha. Ok. Donc on va chez Yamcha. Je suis avec un copain à moi, avec mon pote Med, et mon pote qui m'invite, Alain Chagnard, me dit il y aura un copain à moi qui est dans le quartier, qui est agent immobilier dans le quartier, qui se joint à nous. Ça te dérange pas? Je dis non, pas de problème. On est jeunes, on arrose bien ça, et le mec, qui s'appelle Richaud, me dit mais j'ai un restaurant à vendre moi dans le quartier, en fait, je suis propriétaire de tout carré de maison. Alors pas de ce côté de la rue, mais de l'autre côté de la rue. Je dis bah écoute, et en fait il me fait visiter un restaurant où il y a encore des mecs dedans, mais qu'il est en train d'exproprier. Et en fait je rachète. Donc ça c'est au mois de décembre. Je dis écoute, on verra ça au mois de janvier parce que là c'est les fêtes, j'ai pas le temps là. Et au mois de janvier le mec me rappelle. Et donc je viens revisiter le truc. Ouais. Et en fait le 24 avril, une semaine après, toujours en avril 2010, je rachète le fond. J'ouvre la régalade de l'autre côté de la rue, qui est à côté de Yamcha, qui lui a 100 ans. Donc ça c'est 2010. Ouais. Et en 2015, je traverse la rue parce qu'en fait le loyer est complètement exorbitant. Que là je paye moins cher de loyer pour le triple de la surface, pour un endroit qui a plus de charme. Et je réouvre ici le soir des attentats de 2015. Ok, donc là il y a 10 ans pour ici. Il y aura 10 ans le 13 novembre. Et alors, du coup, si on parle un peu du lieu là et de ce que tu y fais, j'imagine que tu travailles toujours le produit. Ouais, je pense. Ouais. Avec la carte au quotidien et que des produits de saison, etc. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Après, j'ai une carte préétablie entre guillemets de base, qui sont nos inconditionnels, qui sont le risotto, la poitrine de cochon, le riz au lait. Il y a un saumon gravlax qu'on fait, si je l'enlève, je me fais allumer. Voilà. Mais puis après, on change les produits au fur et à mesure. Qu'est-ce que tu essayes de transmettre dans ta cuisine? T'essayes de... Alors ça j'essaye pas. Ouais. Je pense que je le fais. Oui. Mais c'est super important. On a 4 apprentis dans la maison. En cuisine, j'en ai 2 en salle. Mais si nous, on fait pas ça, notre métier, il est mort demain. Même sans ça, je veux dire, si c'est pour tout garder pour soi, ça sert à rien. Bien sûr. Enfin voilà, je pense que c'est important. Mais tu vois, que ce soit... là, tu vois, tu peux regarder Ezio, ancien apprenti de la maison, c'est mon premier sous-chef. Ouais. Amara, qui est à la sauce, qui est au cuisson, ancien apprenti à moi. Ouais. Constance, qui est en pâtisserie, une de mes anciennes apprentis. Victor, qui est mon premier sous-chef au comptoir du relais, ancien apprenti à moi. Donc tu vois... la transmission, le partage. La transmission, le partage. Et puis c'est des gens qui sont partis mais qui sont revenus. Donc je me dis que j'ai peut-être pas tout loupé. Ouais, bien sûr. Et alors si on parle de bistronomie, on commence, ça fait 20 ans qu'on parle de ça. Ouais, à peu près, on va dire. Ça fait plus que ça. Ça veut dire quoi, toi, pour toi? C'est quoi, toi, la bistronomie pour toi, exactement? Est-ce que c'est ce que tu fais déjà ici? Je suis pas sûr. Non, mais en fait, si tu veux, la bistronomie, tu sais qui c'est qui a inventé ce mot-là? Non. C'est Sébastien Demorand. Ok. Le frère de... Et Seb, il invente ce mot-là quand il est, je crois, chez Urban, magazine Urban, et en qualifiant Yves du pape, patron, créateur de la bistronomie. C'est, tu fais de la cuisine presque gastronomique à des prix de bistrot. Donc l'alliance, voilà. Je sais pas si ma cuisine elle est gastronomique aujourd'hui. Pour la simple et bonne raison, c'est quand je vois ce que les étoilés font, on est à 10 milieux de ce que je fais. C'est top ce qu'ils font, mais... Oui, c'est pas... je dirais que la gastronomie que je fais aujourd'hui, c'est la gastronomie d'il y a 20 ans, celle que j'ai appris chez Vigato, celle que j'ai appris chez Barrier, chez Prunier. On sait choisir le morceau de poisson, on sait l'assaisonner, on sait le cuire. Quand tu as compris ça,
Si t'as un peu de talent et un peu de... Voilà, normalement, t'es pas mauvais. Et donc, je pense que la bistronomie, en fait, enfin, ma bistronomie, c'est ça aujourd'hui. Après, moi, je vois des bistronomies partout. Et je vois des restaurants bistronomiques, il y en a de partout. Donc, ouais, tant mieux, il faut l'utiliser ce mot. Mais est-ce qu'il n'est pas un peu galvaudé par rapport à ce que Sébastien avait créé avec Yves voilà, quoi. En tout cas, quand même, il y a une tendance en ce moment, je trouve, sur le retour de la simplicité, du produit, etc. Et toi, j'ai l'impression que ça, en fait, c'est pas j'ai l'impression, Ouais, ça fait 20 ans que tu fais ça. Mais moi, c'est pas le retour. Enfin, mais c'est ça, toi, c'est pas le retour, il est jamais parti. C'est jamais parti. Et puis, mais c'est bon parce que tu vois, on est quand même dans on est en avril. Je sais pas si on peut le dire ou pas, mais moi, cette semaine, on m'a envoyé 2 trucs. On m'a envoyé un article sur Le Monde en disant les restaurants de plus en plus nombreux à fermer faute de clients et de marge suffisante. Article dans Le Monde. Hier soir, j'en reçois, les restaurants sont dans la panade. Tu te dis putain, ouais, mais pourquoi? Il y a bien une raison s'il y a tout ça. Alors, je veux dire qu'il y a la conjoncture, qu'il y a l'Ukraine, qu'il y a Trump, qu'il y a Gaza, tout ça, c'est forcément vrai, c'est un facteur. Ce sont des facteurs qui sont super importants. Il y a pas, mais peut-être que aussi, il faudrait que les chefs soient dans leur cuisine. Hein. Moi aujourd'hui, ici, on n'est pas en baisse de chiffre d'affaires, au Relais non plus. Ouais. Mais sauf que quand je suis arrivé à 9h ce matin, t'étais là. Allez, et puis ça fait presque 3 quarts d'heure que j'étais là. Donc, non, mais encore une fois, enfin, tu vois, je suis pas en train de dire que je suis le plus beau, je suis le plus fort. Hein. Mais juste, il y a un truc qu'il faut voir là-dedans, c'est le thème que tu viens de dire juste avant, la transmission. Comment tu veux transmettre à des gens si t'es pas là? Par SMS? Insta? Ouais, on peut essayer. Non, mais voilà. Et puis t'as des gens qui sont pas dans leur cuisine, qui bossent quand même, hein, c'est pas le problème. Oui. Mais je pense qu'il y a ça. Et puis il y a un autre facteur qui est super important, c'est le coût de la vie et aujourd'hui fait que voilà. Et donc pourquoi nous on continue à vivre, c'est que je pense qu'on est quand même bon marché. On est abordable. Bon marché, j'aime pas le mot, mais je pense qu'on est abordable. Tout le monde dit. Moi j'ai plein de potes qui disent putain, on vend plus de vin. Moi, si tu savais ce que je vends comme pinard aujourd'hui. Mais non, je sais pas alors. On vend de tout et de tout. C'est-à-dire quand je te dis on vend de tout, on vend du vin pas très cher, mais en quantité, et on vend du vin cher en quantité. Et quand je te dis du vin cher, regarde, on vend 2 bouteilles à 450 balles. Quoi. Faut pas oublier, je suis un bistrot. Ouais. Aussi parce qu'on a l'offre, parce que voilà. Mais voilà, je pense que c'est important. Enfin, ça fait partie du job, quoi. On fait une toute petite aparté sur le vin. Pour toi, c'est ta carte des vins, c'est important par rapport à ce que tu sers? Ah, complètement. Ouais, c'est ça. 1200 appellations aujourd'hui. Je fais pas le chiffre d'affaires que j'ai si j'ai pas la carte des vins que j'ai aujourd'hui. Ça a toujours été. Ça n'a pas toujours été. J'ai pas toujours eu 1200 appellations parce que pour faire 1200 appellations, forcément, il faut un peu d'argent. Tu te fais un peu de pognon et ça tu le fais au bout de 25 ans. Bien sûr. Mais pareil, encore une fois, c'est un copain qui m'a dit un jour les grands canons, si tu les as dans la cave mais qui sont pas sur la carte, tu les vends pas. Mais voilà, et quand j'ai repris la régalade, il avait une belle carte des vins. Moi, j'avais pas sauf que j'avais pas les allocations parce que je m'appelais Bruno Doucet, pas Yves Bord. T'as des mecs qui ont continué à me donner des allocations, t'as des mecs qui ont pas du tout continué à me donner des allocations. Ceux-là, c'est pas grave, je les ai pas, je les ai plus. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai des allocations jusqu'à la DRC, quoi. Donc, et on est bistrot, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, t'as pratiquement une carte d'étoilé, quoi. Je pense qu'il y a des étoilés qui n'ont pas cette carte, qui n'ont pas les cartes que j'ai, mais je me compare pas à l'étoilé, je me compare pas à tout ça. Bien sûr. Mais ouais, après ça fait partie du truc, quoi. Et toi, t'as vu, et on arrêtera sur le vin, t'as suivi tout ce qui est le vin nature, etc. Bah, si tu veux, quand tu passes des racontes de bord, c'est facile, c'est difficile de te démarquer, quoi. Parce que Yves, il est encore, on en rigole suffisamment quand on fait des bringues, il est super nature, mais moi, j'aime pas tout ce qui se fait dans la nature et comme j'aime pas tout ce qui se fait dans les classiques, dans les traditionnels, mais ma carte est moins nature que celle de Yves. Mais ça fait partie. Toi, c'est hyper important. Ouais. Et du coup, comment te poser la question? Donc du coup, t'es plutôt bistrot que restaurant gastronomique. Tu pourrais pas. Non, mais on n'est pas restaurant gastronomique. Non, mais je veux dire, ça c'est pas un truc que t'envisagerais. Ça m'a traversé l'idée à un moment donné en me disant est-ce que je me fais pas une table gastro ou un truc comme ça, et puis en fait j'ai ma table de chef là. De temps en temps quand j'ai besoin de faire un menu un peu je sais faire, j'y arrive, je m'amuse, je pense que je fais plaisir. Je gagne pas d'argent, beaucoup, hein. C'est vrai. Et en fait si tu veux, je pense que si j'étais gastro, déjà que je m'oblige à y être, parce qu'aujourd'hui j'essaie de prendre un peu de temps, mais voilà, mais j'y serais encore plus.
Mais je pense que j'y suis assez. Ouais. Et alors, si on parle des choses qui ne sont pas forcément abordées, je trouve, et c'est pour ça que je voulais faire ce type de rencontre, c'est quoi de gérer un resto au quotidien? Bah, c'est, tu vois, au-delà de... Ouais. C'est un ensemble, quoi. C'est un ensemble, t'endosses le rôle de RH, de DRH, ton rôle de comptable, de plombier quand il faut aller déboucher les chiottes, de plongeur quand il faut aller faire la plonge, parce que je l'ai fait, donc je le fais moins aujourd'hui. Plombier, ça m'arrive encore, mais voilà, et c'est ça. Et puis c'est aussi recevoir les compliments et les sourires des clients qui sont satisfaits de ce que tu fais, des échanges avec ton staff. C'est ça le. Et ce serait quoi le plus dur pour toi actuellement? Et ben, contrairement à ce que tout le monde dit, c'est pas forcément le personnel. Moi, ce qui est dur pour moi aujourd'hui, c'est d'être présent midi et soir dans mon métier. Parce que 52 balais, quand tu commences à 16 ans, je commence un peu à fatiguer. Toi, je le ressens. Et il y a un truc qui m'a... Alors, si on parle du staff, c'est pas du staff, mais c'est notre métier. Moi, il y a un truc qui m'inquiète vraiment beaucoup, c'est le métier de service. En salle, tu veux dire, ça manque de gens de qualité? Oui. On ne reçoit pas de CV de gens qui sont motivés comme on peut avoir en cuisine. Alors, moi, j'ai une équipe en salle qui est top, que ça soit ici ou là-bas, vraiment. Mais quand j'en ai un qui part, c'est un vrai souci pour recruter. Vraiment. On passe un nombre de CV pour... alors qu'en cuisine, c'est différent. Je pense que ça va devenir un véritable sacerdoce. Ouais, c'est compliqué. Compliqué. Ouais. Et donc, par rapport à ce que on parlait tout à l'heure, tu vois, j'ai écouté le podcast de France Inter hier soir, et tu avais une nana qui disait, une ancienne serveuse, qui aujourd'hui a monté une boîte de couture, qui disait, la coupure, l'amplitude horaire, le salaire qui correspond. Je suis entièrement d'accord avec elle. Alors, je pense que dans nos maisons, en termes d'amplitude horaire, on a fait beaucoup d'efforts. En termes de salaire, on a fait beaucoup d'efforts. En reliant des marges, c'est indéniable. Ouais. Mais il y a un moment donné, moi, j'ai plus la solution. Parce que si c'est pour faire un chiffre d'affaires comme ça et qu'au bilan, il te reste rien et que tu n'as rien pris, moi, je sais comment je vais faire. Je vais faire beaucoup moins de couverts. Je vais couvrir mes charges et je vais diminuer ma masse salariale. Ouais, c'est vraiment pas simple. Et du coup... c'est ça aussi le quotidien d'un... c'est aussi ça les équipes... Et puis, tu as aussi les attentes des clients. Comment tu fais, toi? Tu t'es adapté à l'attente de tes clients? Tu as vu des évolutions en 20 ans? Oui, on a vu une évolution en 20 ans. Déjà, en fait, en 20 ans, tu t'aperçois d'une chose, c'est que ta clientèle vieillit avec toi. Oui. Moi, tu vois, j'avais des potes, et puis tu perds des clients, parce que tes clients qui avaient 55 balais il y a 20 ans, ils en ont 75, 80, et puis t'en as qui sont morts. Et quand je te dis ça, alors, pas tous, heureusement, et puis nous, on avait une table que j'ai connue dans le 14e. Les mecs, ils venaient une fois par semaine, ils étaient 6. Ils sont plus que 3. Et c'était des mecs qui venaient toutes les semaines. À 6, ils faisaient 8 bouteilles. Je te jure que c'est vrai. Le mec qui était à la retraite. À midi. Mais ils allaient pas bosser. Oui, c'est ça. Et derrière, ils fumaient le cigare sur la terrasse. Sortie de table à 16h. Non, ils sortaient pas de table à 16h. Non. Genre, ils regardaient pas les cartes. Les mecs étaient passionnés de pinard. Et il y a une chose dont on s'aperçoit un peu là, avec Cyril, on en parlait, par rapport à nos retombées clients. Quand on leur pose des questions, c'est souvent des gens qui allaient manger une étoile Michelin, qui y vont un peu moins aujourd'hui, parce qu'ils se sont aperçus que chez nous, c'était pas mauvais, pour un prix qui était un peu plus raisonnable. Ouais. Je dis pas que les une étoile sont hors de prix, mais quand tu as une étoile, t'es vite à 100 balles le menu ou un truc comme ça. Donc un ticket moyen à 120, 130 balles, 140 balles, nous on est plutôt à 70, 80 balles. Sauf que le truc, c'est que souvent les gens ont l'attente du service d'une étoile. Et ça, c'est un peu chiant. Parce que moi, je mets pas de beurre sur la table, je mets la terrine, déjà, c'est pas mal. Et puis, on met pas de gants blancs pour servir. Bah, j'exagère, mais enfin, tu vois. Faire Et donc, ça, on l'a ressenti. Ça fait 6-7 mois qu'on le ressent. Ouais. Les gens, on a des gens qui viennent en disant, mais c'est limite si. Non, on n'est pas étoilé. Moi, je reste. Là, pour le coup, je revendique le côté bistronomie. Ouais, c'est ça. C'est le côté bistronomie. Quand Yves a créé la Régalade en 92, c'était je fais manger pour 120 francs, une terrine, une entrée, un plat, un dessert, une madeleine, un café et un verre de vin. Ça, c'était de la bistronomie. Aujourd'hui, on n'est pas dans les mêmes tarifs. Moi, quand j'ai repris la Régalade, je crois qu'il était à 32 € la formule. Aujourd'hui, je suis à 59, 21 ans plus tard. Alors,
pense pas que j'ai, enfin, tu vois, on a augmenté de 32, 59, 27 euros. Ouais, on a presque doublé. Mais bon, en 20 ans, on a, déjà, j'ai plus de personnel qu'avant. Pour le coup, on a plus de services qu'avant, ça c'est sûr, parce que on sert le fromage à table, on sert dans des plats, on fait un ou deux petits découpages. Parce que ça nous a plu, parce que ça nous plaît. Voilà. Mais on n'est pas à 120 balles. C'est ça. On n'est pas à 120 francs. Oui, 120 francs. À 100 euros. Ce que tu disais tout à l'heure avec le menu, l'assiette à 220 francs, qui est aujourd'hui le menu à 180, qui est aujourd'hui l'assiette à 180 balles. Aujourd'hui, le menu à 120 francs que Yves servait 100 balles maintenant. En 92, ça serait 100 balles maintenant, alors qu'on est à 59. Ouais, il y a pas une inflation de ce côté-là. Il n'y a pas une inflation. Il y a eu une inflation, et tu peux pas faire autrement. Non, mais bien sûr. Moi, un plongeur que vous payez. On a toujours eu deux plongeurs, un du midi et un du soir dans chacune de nos maisons, qu'on payait 1200, 1300 balles, ce qui n'était pas suffisamment il y a 22, 23 ans. Aujourd'hui, les mecs sont à 2000 balles, à 1950 après impôt. Donc ça, il y a un moment donné, tu es obligé de le... Et c'est normal, hein. J'ai pas de problème à parler de ça, parce que je pense qu'on n'est pas les mecs qui payent les moins bien sur Paris. Bah oui, de toute façon, pour regarder tu l'as dit, hein, s'ils partent, ils reviennent, etc. Cyril, comme vous avez été voir tout à l'heure, 14 ans de maison. Mon plongeur, 15 ans de maison. Donc, bien sûr. Ça, je peux dire que, je peux pas dire que c'est une fierté, mais je peux dire qu'au moins, si j'ai réussi un truc, c'est ça. Ah, tu peux le dire. Hein. C'est pas un gros mot. Hein. C'est pas un gros mot, c'est ça. Bien sûr. Et alors du coup, si on se replonge, là on vient de survoler ta carrière, est-ce qu'il y a des moments qui t'ont particulièrement marqué ? Tu vois, des moments charnières ou des trucs en bien ou en mal. Dans mon métier, déjà il y a eu les ouvertures de mes restos, ça c'est indéniable quand même. 19 avril 2004, 25 avril 2010, le 14 février 2013, j'avais ouvert une régalade dans un hôtel rue du Conservatoire. Ah oui ? On est resté 7 ans là-bas. Il y a eu le 1er juillet 2022, ça a été je ne sais pas si ça a été un bon ou un mauvais moment, mais je sais que c'est un moment qui m'a marqué. Et après, il y a eu des moments durs comme les attentats du 13 novembre, ça a été dur pour tout le monde, c'est indéniable. Mais moi, je l'ai vécu ici, et on était renfermés, parce qu'on a quelqu'un qui a pris peur. Et putain, il y avait une anxiété, un moment anxiogène, jusqu'au moment où j'ai pris le taureau par les cornes, j'ai dit allez maintenant on s'en va. Il était 3h du matin et on est tous partis. Moi je suis parti en scooter sans casque, parce que j'ai ramené quelqu'un à qui j'ai filé mon casque. Ça c'est le moment que ça a été... Et après des bons moments, il y en a eu plein, quand on a fait des jolis moments, des jolis menus. Un moment de ma carrière, j'aime pas le mot carrière, mais parce que en plus je pense pas être carriériste, mais un truc vraiment que j'ai énormément apprécié, c'est quand j'ai eu mon alloc de DRC. Là j'ai trouvé. J'ai trouvé que c'est une petite consécration. Voilà, c'est ça. Tu fais partie. C'est ça. Puis après j'ai reçu plein de gens. J'ai reçu plein de gens qui m'ont fait tellement. Si tu parles d'un moment. Un moment fort qui s'est passé ici, là, c'est quand Georges Roux, dont je t'ai parlé tout à l'heure, a reçu sa médaille de meilleur ouvrier de France, numéros clausus à la Sorbonne. C'est Guy Krenzer qui l'accompagnait. Et Guy m'avait appelé, m'avait dit après la Sorbonne, j'aimerais emmener Georges déjeuner chez toi. Et Georges est arrivé avec sa médaille de meilleur ouvrier de France autour du cou. Il est arrivé là. Donc moi j'ai fait le tour pour l'embrasser, pour le féliciter. Il a décroché sa médaille de meilleur ouvrier de France. Il me l'a accroché autour du cou et il m'a dit elle est autant à moi qu'à toi. Et ça, putain, je te jure, j'en avais les larmes aux yeux. Ça a été un vrai chouette moment. Et puis dernièrement, là, malheureusement, j'ai porté le cercueil d'un père, donc c'est pas. Voilà, ça fait partie des. Bah c'est la vie aussi. C'est la vie aussi. It's a life. Et alors est-ce que tu as un plat que, on va dire pas emblématique, mais que je voudrais manger avant de mourir? Non, mais que tu as créé, que tu tiens particulièrement. Il y a un truc où tu dis ça, ce truc-là, Ouais, il y a 2-3 plats comme ça qui sont dont mes potes, dont un de mes potes me parle encore assez régulièrement. C'est on fait un filet de rouget. Et pourtant j'aime pas le rouget ici, mais ça m'arrive de faire un filet de rouget avec une émulsion de pommes de terre curry et une sauce lièvre à la royale.
Et ça va, ouais. Et ça, je l'ai sorti, je sais pas comment, mais putain, j'avais fait l'unanimité sur la table et je l'ai refait 2-3 fois. Et on me l'a redemandé là pour bientôt. Et c'est la sauce lièvre à la royale tu passes, c'est ça où tu passes le plus de temps ou tu les récupères des lièvres que tu fais l'hiver? Comment tu... Non, mais là, c'était en période de lièvre à la royale, donc voilà. Ça. Et j'avais snacké un filet de rouget. Et on faisait une entrée à base de haddock. En fait, c'est une purée de pommes de terre au curry qu'on met dans un siphon, donc c'est assez léger. Et on met des morceaux de haddock dessus. Et là, j'avais mis ça dans l'assiette avec mon filet de rouget et j'ai mis une sauce lièvre dessus. Mais c'est tout. Et tout le monde a adoré. Tout le monde a adoré et on m'en parle encore. Donc voilà. Ça, j'ai le riz au lait qui fait partie, qui me colle un peu à la peau. Ouais. J'ai tellement de produits que j'aime. Selon les histoires, là, j'adore. On fait des asperges, c'est génial. On a fait de la truffe à gogo. J'adore le gibier. J'adore les langoustines. Le problème qu'il y a, c'est quand t'es gourmand, il n'y a pas vraiment de. Et du coup, chez toi, c'est toi qui cuisines? Ouais. Ouais. C'est moi qui cuisine parce que déjà ma femme aime beaucoup cuisiner, donc elle adore bouffer. Mais voilà. Et est-ce que tu as un chef qui t'inspire actuellement? Tu te dis tiens, ce chef ou cette chef là, j'aime bien ce qu'elle fait, ça m'intéresse, ça me. Alors, il y en a plein, mais je vais pas dire que ça m'inspire. C'est pas ouf. Par contre, à côté de ça, mais je pense que c'est plus. Moi, tu sais, c'est plus l'amitié qui me fait. Ouais. Toi, le mec qui est derrière toi, c'est. Je pourrais aller au bout du monde avec lui. Lui pareil. Mais dire que leur cuisine m'inspire. C'est pas que ça m'inspire, j'ai pris une grosse claque avec Arnaud Donquel, qui est un copain aussi. Okay. Ça, j'ai bouffé chez lui il y a pas très longtemps, à Plénitude. Là. Ouais, c'est là qu'on voit qu'on fait pas la même chose. C'est là que tu te dis que le mec, il a plus recherché que moi. Ouais. Il a plus lu le bouquin de cuisine que moi. et alors, un chef, ok. Et est-ce que t'as un coup de cœur en ce moment, un plat que tu pourrais manger, pas tous les jours, mais voilà, un truc où t'as fait... Mais que moi je fais? Non, ou que t'as découvert ailleurs, et tu dis, waouh, ça, ce truc... En fait, moi j'ai un vrai problème, c'est que je vais bouffer chez lui, enfin, généralement, mais je vais souvent bouffer aux mêmes endroits. D'accord. Et souvent à la même heure, tu vois, vers 10h30, 11h. Okay. Et voilà, après, il y a un plat qui m'a vraiment... J'ai pris une grosse claque il y a 2 ans. J'ai mangé chez Arnaud l'Allemand, où j'ai mangé un putain de pavé de turbo épais comme ça, avec une asperge et un sabayon au vin jaune. C'était à tomber par terre. Le produit, la qualité de cuisson, de toute façon, le truc. Chez l'Allemand, Arnaud. Ouais. C'était un vrai grand plat. On a mangé chez Nassi. J'ai fait un dîner à 4 mains chez Olivier Nassi il y a quelques temps. Et chez Nassi, j'ai mangé un millefeuille de foie gras truffe anguille fumée, qui était très bon. Ah. Et je me demande s'il n'y avait pas du colvert. Canard? Non, du lièvre. Je crois qu'il y avait un filet de lièvre. Ouais, c'était top. Okay. Ouais, mais après, je me régale avec... tu vois, ce week-end, j'étais à la campagne, j'ai fait des asperges vertes, cuites à l'anglaise, juste ce qu'il faut, avec une vinaigrette, avec des œufs, des échalotes, un peu de ciboulette du jardin, du persil du jardin, et voilà. La vie. La vie. Et on voit quoi avec ça? Qu'est-ce qu'on a bu avec ça? Attends. Si, on a bu un Puy Montrachet de chez Terre de Laine. Okay. 2016. Ah. Parce qu'on n'était que 3 à boire du blanc, donc j'ai fait qu'une bouteille, mais à la campagne on fait beaucoup de maillot. C'est le bon. Comme dirait mon pote breton, c'est le bon format à 2, surtout que tu en as qui ne boit pas. C'est ça. C'est tellement vrai. Alors, on est arrivé pratiquement au bout. On a quelques petites dernières questions que je pose à tout le monde. Donc, est-ce que tout le monde te répond? Ouais. Bon, oui. Alors, jusqu'à maintenant, en effet, tout le monde me répond. Bon, c'est pas, j'ai pas inventé l'eau chaude, tu vas voir, mais si tu devais cuisiner pour une seule personne, vivante ou morte, ce serait à qui et quel plat? J'ai tellement peur de faire de vexer les gens en disant ça. Ma grand-mère. Ah ouais, j'adorerais cuisiner pour ma grand-mère. Vraiment. Tu lui ferais quoi? C'est légumes farcis? Non, je lui ferais un civet de viande. C'est chez elle que j'ai. Mais vraiment spontanément, ouais. Je cuisinerais pour ma grand-mère un civet de viande. Ou autre chose, mais au moins pour ma grand-mère. Civet de viande, je lui ferais bien cette tomate farcie. Pour lui dire, t'as vu? Tu veux boucler la boucle, c'est pareil que ça a commencé. Mais à cuisiner super bien, vraiment. Ce sera un beau repas, ça, vraiment. Ah putain. T'es prêt pour la deuxième question? Ouais, vas-y. Tu peux me donner une recette en 1 minute chrono? Ouais. Vas-y. Poivre mignonnette. Avec le grammage ou pas? Non. Allez, vas-y. Poivre mignonnette, 2 tiers de vin blanc, 1 tiers de vinaigre. Tu fais réduire, tu mets 4 jaunes d'œufs.
tu fais un sabayon, tu montes ça avec un petit peu de beurre clarifié et tu as une super hollandaise pour manger avec les asperges vertes de la saison. Et les asperges, tu les fais comment? Blanchi. Moi je les blanchis, il y en a plein qui disent que ça enlève du goût. Moi je trouve que le blanchi c'est que tu as son cuit juste al dente, refroidi, cuit dans une eau super salée, c'est super bon. Ok. 1 minute chrono, merveilleux. Je pense que j'ai pas mis 1 minute. Non, bah, je pense que tu as fait moins, exactement. Qu'est-ce que tu voudrais que tes clients retiennent de l'expérience ici? Qu'ils reviennent. En fait, le but ultime de notre métier, c'est de faire revenir les gens. S'ils viennent une fois et qu'ils ne reviennent pas, c'est que T'es passé à côté. c'est que t'es passé à côté ou parce que voilà, mais si le mec te dit je viens vivre une expérience en toute modestie, hein, à la régalade, c'est qu'il faut que le mec revienne. S'il revient pas, mais bon, heureusement on en a plein qui reviennent, donc c'est qu'on n'est pas si mauvais. Tiens, stop. Ezio, démarre-moi une réduction hollandaise. Tu sais, poivre mignonnette, 2 tiers de vin blanc, 1 tiers de vinaigre, d'alcool, à réduire avec un peu les châtisés. Je vais faire une hollandaise, j'ai Ancelin qui vient ce midi. Je la fais pas à la carte, c'est en plus. Si tu devais ouvrir un restaurant à l'étranger, Ouais. ce serait où? Tu ferais quoi? Putain, bonne question ça. Je crois que j'aimerais bien en Grèce parce que j'adore la Grèce. J'y suis allé deux fois dans ma vie, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai pas mal voyagé, mais la Grèce. Et je ferais ou peut-être l'île Maurice, avec mon pote Charles Perrin, de chez Beaucastel. Et je pense que j'ouvrirais une cabane sur une plage où je grillerais des poissons des poissons de la pêche. Voilà. Le pied. Le pied. Oh ouais. Un brasero, un truc, voilà. Ok. Allez, plus que 2 questions. Est-ce que tu as un plaisir coupable en termes de bouffe? Ouais, j'adore les bonbons créma. La régalade. Et ouais. Eh ouais. Et tu pourrais en manger comme ça? Je pourrais en bouffer comme ça. Ok. Si seulement mon corps aimait Oui, c'est ça. C'est ton corps qui les aime pas, c'est ça. Eux, ils t'aiment bien, mais toi... c'est ça. Enlevez-moi les oignons, s'il vous plaît, là, qui sont là, dégueulasses. Et dernière petite question, est-ce que tu as une madeleine de Proust, un plat qui te ramène directement en enfance? Non, j'ai pas de style. On va reboucler la boucle. Ouais, là. ouais, Mais bah, voilà. vraiment, mais en fait, j'en parle vraiment souvent parce que c'est vraiment un plat qui me plaît. C'est vraiment un souvenir gustatif de chez ma grand-mère. Ça qui a été, C'est un de mes plats préférés aussi. Ouais, mais en plus, c'est tomate farcie sans viande. Une farcie aux légumes? Non, à la mie de pain, ail et persil. Et cette recette-là, on l'a faite l'autre jour. On a fait de plusieurs essais. Et putain, j'ai retrouvé le goût de... En fait, c'est de la mie de pain avec de l'ail, du persil, du beurre, un beurre noisette, bien travaillé. Et j'ai vidé mes tomates, je les ai farcies, j'ai mis mon pain dessus et je les ai cuites comme ça au four. Et vraiment... Tu mets une petite sauce avec? Rien. Le jus de la tomate est là, est suffisant. Ouais. Et ma grand-mère, elle les faisait congeler. Elle est congelée parce qu'on avait des tomates plein de jardin. Okay. Voilà. Et elle faisait ça, elle les mettait, je me souviens, dans des barquettes en alu. Ouais. Avec un couvert dessus, et elle sortait ça, hop, elle les ouvrait, elle les faisait décongeler, elle les mettait au four, elle les cuisait au four comme ça. Directement, presque dans la barquette à lu, quoi. On les mangeait dans la barquette à lui. Ouais. Incroyable. Ouais. Bruno, merci 1000 fois. Avec plaisir. C'était génial. C'était vraiment génial. Je mettrai en description tous tes réseaux sociaux. Oh, on n'a pas parlé de ça, dis donc. Ouais, c'est surtout on n'a pas parlé de ça. Non. Ça, c'est pas très grave. Mais c'est surtout qu'on n'a pas parlé de ma plus grosse passion. En fait, que mon métier me passionne beaucoup aujourd'hui, mais ma plus grosse passion, c'est la chasse. C'est la chasse? J'avais la chasse, Ouais. j'avais la cuisine, j'ai eu la cuisine. Tu vois, ça fait comme ça. Puis à un moment donné, tu vois, ça fait comme ça. Ouais. Voilà. J'adore mon métier, mais demain, si je devais faire un autre métier, je pense que je serais garde-chasse. Garde-chasse. J'adorerais, vraiment. Dans une région particulière? Touraine ou pas Non, forcément? Pas forcément. Non, Touraine, oui, pourquoi pas, mais non. Touraine, j'y vais pas souvent en fait. Je vais beaucoup en Bourgogne, et puis j'ai une maison dans le Vexin. Donc, Ok. je vais plus Ouais, voilà, dans le nord, là, Ouais. on va dire à 1 heure de Paris. Ouais, enfin c'est le nord-ouest, c'est plus le nord-ouest. Ouais, c'est ça. Je suis dans le sud du Vexin. Donc voilà, Super. Merci 1000 fois. avec plaisir. Passe une bonne journée. Merci. Travaille bien. Ouais. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. C'était un pur moment de bonheur avec Bruno.
ils sont derrière en train de s'activer là parce que dans 30 minutes c'est le coup de feu et le restaurant ouvre. Si vous avez des envies de chef, et ben comme toujours, hein, le commentaire, n'hésitez pas à me les mettre en description, je lirai tous vos commentaires pour voir ce que vous souhaiterez, qui vous souhaiterez que j'interviewe. Là aussi un pouce bleu, c'est hyper important sur YouTube. Si vous êtes team audio comme moi, en courant, dans les transports, que sais-je, et ben là aussi on est dispo sur toutes les plateformes de podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer, etc. Enfin voilà, elles y sont toutes. J'ai fait pas mal de vidéos avant qu'on démarre le tournage, donc vous retrouvez tout ça sur nos réseaux sociaux, sur Insta, sur TikTok, sur Facebook. En tout cas, je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode des chefs se mettent à table. Et d'ici là, eh ben, éclatez-vous. Ciao!